2 morts en l'espace de 2 semaines et demie. La ville de Minneapolis aux États-Unis est le théâtre d'une flambée de violence comme elle n'en avait plus connue depuis 6 ans. Et la mort d'un certain George Floyd. Ce n'est plus la police locale à l'origine cette fois des tirs fatals, mais des agents fédéraux, ceux de l'immigration dont les descentes musclées donnent lieu à d'innombrables vidéos qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux. En voulant satisfaire le noyau dur de son électorat, Donald Trump est-il en train de braquer l'Amérique et d'écorner durablement l'image de son pays dans le reste du monde? Vous nous répondrez, Hélène Kunz, directrice du pôle finance à l'INSEC. Vous êtes également l'auteur, entre autres, de ce livre, Portrait de VIP, qui revient sur l'incroyable histoire de Kamala Harris aux éditions Librinova. Mais d'abord, revenons en images sur l'événement qui a tout déclenché. Le meurtre par balle d'Alex Préti, un manifestant de 37 ans tué à bout portant par des agents de la police aux frontières, quelques jours seulement après René Good, abattu dans les mêmes circonstances le 7 janvier dernier. 10 coups de feu sur un manifestant au sol. L'homme est abattu par les agents fédéraux. Alex Préti, vêtu d'un manteau marron, fait partie des habitants de Minneapolis qui filment, sifflent et tentent de perturber les opérations de la police des frontières contre un migrant. Des agents viennent vers lui, début de l'altercation. Des policiers poussent une femme au sol. Alex Préti semble s'interposer. Il est aspergé de gaz lacrymogène. Plusieurs agents se jettent sur lui. L'un d'eux, en casquette et veste grise, retire ce qui semble être le pistolet que le manifestant portait à la ceinture avant de l'emporter avec lui et de quitter la scène. Au même moment, un agent dégaine son pistolet. Un premier coup de feu retentit. 10 au total devant des témoins sidérés. Mais putain, qu'est-ce que vous avez fait? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Quelques instants avant le drame, un automobiliste a capturé ces images sur lesquelles on reconnaît Alex Préti, téléphone à la main, en train de filmer des policiers. L'homme avait 37 ans. Il était infirmier en réanimation dans un hôpital d'anciens combattants. Les autorités fédérales, elles, parlent d'un acte de légitime défense, affirment qu'Alex Préti se montrait dangereux. Selon la police, il portait ce pistolet automatique sur lui pour lequel il possédait un permis. Les hommages pour Alex Préti se multiplient dans plusieurs grandes villes du pays. L'ancien président Barack Obama évoque une tragédie bouleversante. Hélène Kunz, la mort de René Good puis d'Alex Préti marque une rupture profonde pour l'opinion publique américaine. Je me permettrai de dire pas assez, malheureusement. Donald Trump est toujours entre 35 et 39% dans les sondages. Donc, malheureusement, j'ai beaucoup de mes concitoyens qui sont mal informés ou peut-être tout simplement d'accord avec ce qui se passe là. Même si les dernières vidéos tentent à accréditer l'idée qu'Alex Préti s'en était pris à ces mêmes agents de l'immigration 11 jours plus tôt, il avait même endommagé légèrement leur véhicule. S'il avait endommagé leur véhicule, il y avait manière de le sanctionner sans l'avoir tué au bout portant. Ils étaient tout de même 8 hommes face à un homme au sol et il a été désarmé. Donc, si vous voulez, il n'est pas entendable que ça aurait pu se dérouler dans ces circonstances sans parler réellement d'une bavure fédérale. 2 agents fédéraux américains impliqués dans la mort d'Alex Préti ont été suspendus dès le samedi qui a suivi donc ce drame, d'après la police aux frontières. Le signe qu'on a pris la mesure au niveau des autorités de la gravité des faits reprochés aux agents fédéraux et de leur responsabilité. S'ils sont que suspendus, on n'a pas pris la mesure. Il y a de quoi à reconnaître un meurtre ou un assassinat, là, tout de même. Donc, pardonnez-moi, je trouve que la mesure n'est pas prise. C'est ce que dira l'enquête. Enquête indépendante, il y aura d'après vous? Pas du tout. Il n'y aura pas moyen d'avoir enquête, si vous voulez, parce que la justice, le garde des Sceaux, enfin, le Department of Justice fédéral, n'entend pas qu'il y avait erreur là. Il retourne même la faute sur les 2 victimes qui sont mortes, pour dire que c'était pour une voiture bélier, une autre une voiture bélière, une autre qui était menaçant. Mais vous voyez, ce qui est terrible là, en tant que citoyenne américaine, je me dis, on nous demande
de ne pas croire nos yeux et de ne pas croire nos oreilles. Oui. Ça pose problème, ça. Ouais, il semble bien, en tout cas, Mathieu Mabin, qu'on assiste depuis à une forme de rétropédalage des autorités américaines. On a effectivement assisté à un rétropédalage de la Maison-Blanche dans le dossier de Minneapolis cette semaine. On se souvient des propos très tranchés de Caroline Leavitt, la porte-parole du président. C'était dans les heures qui ont suivi la mort brutale d'Alex Pretty. Eh bien, il n'est désormais plus question pour Donald Trump de terrorisme domestique, ni même de soutenir de manière inconditionnelle l'action des policiers impliqués ce jour-là. Les bureaux d'études chargés de calculer à la virgule la popularité présidentielle ont parlé. Et oui, partout dans le pays et jusqu'au cœur du camp conservateur, la cote de Donald Trump s'est abîmée à mesure que celle de ICE s'est, disons-le, effondrée. Un sentiment au moins partagé par la moitié démocrate de ce pays. La direction des opérations de ICE a changé, le rythme de ces mêmes opérations a fléchi, c'est incontestable, mais attention, Donald Trump prévient, son programme, lui, est intact et la chasse aux migrants clandestins n'est pas prête de s'arrêter. Hélène Kunz, le conseiller spécial de Donald Trump, le tsar aux frontières, comme on l'appelle là-bas, un Tom Homan, a remplacé sur place le très contesté Greg Bovino et annonce une diminution des effectifs des agents fédéraux de l'immigration. Est-ce suffisant, d'après vous, pour ramener le calme et mettre fin aux violences? Alors, ça va certainement ramener un petit peu le calme, mais on peut tout de même interroger l'opération Metro Surge, qui a un langage de guerre et très militarisé au sein des villes américaines et de surcroît des villes gérées par des démocrates. Le Minneapolis, qui est dans le Minnesota, c'est un État, disons, rouge ou enfin un État bleu dans une marée d'États rouges autour. Et donc, avec un gouverneur qui est Tim Walz, qui était le colistier de Kamala Harris en 2024. Oui, Donald Trump, d'ailleurs, accuse le maire de Minneapolis, lui aussi démocrate, de jouer avec le feu. Jacob Frey a en effet déclaré qu'il n'appliquerait pas les lois fédérales de l'immigration. C'est quoi une ville sanctuaire aux États-Unis? Parce qu'on en entend beaucoup parler dans ce débat. Oui. Ce sont des villes où le maire de la ville peut décider de ne pas livrer les migrants aux agents fédéraux. Vous savez, on parle beaucoup aux États-Unis de states' rights. On veut bien que chaque État soit souverain et que le gouverneur, c'est l'exécutif de cet État. Donc, sans que le gouverneur ou le maire demande de l'aide aux agents fédéraux, ils n'ont pas à s'y rendre, si vous voulez, et juger par eux-mêmes que la situation est à ce point dangereuse. Ce déploiement de force, il a en tout cas conduit les démocrates à exiger des changements dans les pratiques des agents fédéraux de l'immigration, sous peine de provoquer un blocage du budget au niveau de l'ensemble des États-Unis. Quels changements sont nécessaires d'après vous? Vous savez, hein, il y aura des votes là prochainement et le budget de ICE dépasse le budget du FBI carrément. Donc, ce sont des milliards de dollars pour une opération, tout de même, on peut réellement questionner. Comment se fait-il que tout d'un coup, aux États-Unis, on se retrouve avec une milice militarisée à plein rue, en plein jour, qui est capable d'abattre non pas des immigrés, mais des citoyens passeportés américains? Chercher l'argent, hein, comme on dit, car ce n'est pas qu'une affaire de protection des frontières. Derrière la lutte contre l'immigration clandestine se cache aussi une affaire de gros sous, Maya Anaïs-Yatagan. Et oui, avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le budget du département de la sécurité intérieure a presque doublé, c'est 400 milliards de dollars en 2025. Et vous l'avez dit, désormais, ICE est devenue la première force fédérale en termes de moyens financiers. Mais ce n'est pas ICE qui va elle-même développer les technologies modernes de reconnaissance faciale, avec l'intelligence artificielle par exemple. Ce n'est pas ICE qui va construire les prisons. Ce n'est pas ICE non plus qui va transporter, expulser des migrants. Ce sont des entreprises privés qui passent avec l'État de très juteux contrats fédéraux. Alors ce n'est pas nouveau, mais sous Donald Trump, de très nombreuses sociétés ont gagné énormément d'argent, plus que d'habitude, comme par exemple CSI Aviation ou encore Palantir du milliardaire Peter Thiel, qui est un proche d'Elon Musk. Alors ces patrons, ce sont des soutiens, soit financiers ou médiatiques, de Donald Trump avec son élection. Ils ont vu pour la plupart leur action s'envoler et pour certains ont obtenu des marchés sans appel d'offres publiques
public. Pourquoi? Parce que la lutte contre l'immigration illégale a été nommée urgence nationale et ainsi l'administration peut légalement se passer d'appels d'offres publiques. Et justement, parmi les membres de cette administration, eh bien, plusieurs personnalités ont travaillé notamment dans le secteur de la sécurité privée ou pour, par exemple, un cabinet de lobbying, comme dans ce cas où il y a parmi les anciens membres Pam Bondi, devenue procureure générale, ou encore Suzy Wiles, c'est la chef de cabinet de la Maison-Blanche. Hélène Kunz, Tom Homan lui-même a été pris en flagrant délit de corruption avant d'être désigné tsar aux frontières. Les Américains aujourd'hui, les républicains en tout cas, lui font-ils confiance? Je pense qu'on ne peut plus dire grand-chose par rapport à la corruption aux États-Unis, sachant tout de même que, qu'on aime ou on n'aime pas Donald Trump, c'était un président élu qui était lui-même un président condamné, si vous voulez, par la justice. Donc, dans le cas de Tom Homan, ce sont vraiment des sacs de billets qui ont été découverts en tout cas. On est très loin des administrations où l'exemplarité de l'exécutif valait quelque chose. La formation des agents recrutés par cette police des frontières est sommaire, elle laisse à désirer, tout comme d'ailleurs le recours à des auxiliaires comme des chasseurs de primes. Ça aussi, c'est un problème. Alors, c'est un problème parce que vous savez, parfois, on peut s'interroger où sont partis le Ku Klux Klan? Où sont partis les Proud Boys et tous ces milices de suprématie blanche qui entouraient Donald Trump? Peut-être ils sont partis dedans. Ils ont trouvé cette fameuse prime de $50 000 et puisqu'ils sont masqués, ils partent du principe que, quels que soient leurs agissements, ils ne craignent rien. Et avec une possibilité d'engager le tir pour des individus dont on ne connaît pas, dont on ignore en partie la formation et les compétences. Vous savez, on a abandonné malheureusement le respect des compétences à partir du moment où, je n'aime même pas parler de l'administration Trump, j'aime bien dire le régime Trump, parce que c'est plutôt être loyaliste que d'avoir des compétences. D'ailleurs, parmi les entreprises qui prêtent main forte à ces opérations d'expulsion figure un géant français du conseil et services numériques aux entreprises. J'ai nommé la société Capgemini. Explication. Vous connaissez désormais ces images, des agents surarmés de ICE qui arrêtent des migrants pour les expulser. Mais saviez-vous qu'en coulisses, ces policiers sont aidés par une entreprise française, Capgemini, un fleuron du CAC 40, en mode chasseur de primes. L'œil du 20h a enquêté. Dans ces vidéos, Capgemini, champion français des services informatiques, fondé il y a près de 60 ans, revendique sa raison d'être. Libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. 350 000 collaborateurs dans le monde et une filiale américaine installée près de Washington. Elle travaille avec plusieurs agences gouvernementales, ministère de la Santé, des anciens combattants et depuis plus de 15 ans, le département de la sécurité intérieure. Des contrats que nous avons consultés sur les bases de données publiques. Pour ICE, Capgemini gère par exemple un standard téléphonique réservé aux victimes de crimes commis par des étrangers, une création de Donald Trump. Et en novembre, le groupe français répond à un nouvel appel d'offres, cette fois pour identifier et localiser des étrangers. Ça s'appelle du skip tracing, une urgence pour ICE. ICE a un besoin immédiat pour du skip tracing. Capgemini rafle la plus grosse part du marché, jusqu'à 365 millions de dollars à la clé. Et plus la société française localisera de migrants, plus elle pourra empocher d'argent. C'est écrit noir sur blanc. Des bonus financiers basés sur le taux de réussite dans la vérification des adresses des étrangers. On aurait bien voulu interroger le PDG, mais l'entreprise nous renvoie vers son communiqué. Le groupe Capgemini est dans l'impossibilité d'accéder à des contrats classifiés conformément aux réglementations américaines. En clair, Capgemini affirme ignorer le détail des contrats signés par sa filiale avec ICE. Mais le groupe s'engage à les regarder de plus près. Voilà, il y a un extrait de L'œil du 20h de nos confrères de France 2. Hélène Kunz, la direction de Capgemini affirme ne pas savoir si le contrat est en cours d'exécution. Il ne le serait plus d'après elle en tout cas. Et elle renvoie vers sa filiale américaine. Ça vous semble plausible ? Dans la mesure, alors là, sur ce coup-là, je pense qu'à la décharge de Capgemini, on peut imaginer qu'ils sont dans leur technologie et pas dans l'idéologie
de Donald Trump qui est tout de même surprenant, même pour les Américains qui sont sur place. Donc, une entreprise qui est à l'étranger, on peut imaginer qu'ils ne sont pas dedans. Oui, mais qu'ils ont simplement signé donc un contrat de fourniture de services sans s'interroger sur l'utilisation qui peut en être faite. Comme beaucoup d'entreprises, même des entreprises américaines, qui ne se doutent pas qu'ils sont potentiellement, et je dis vraiment potentiellement, complices avec des choses qui pourraient leur causer un tort à la télé plus tard, parce qu'ils sont dans des choses pas bonnes. On l'a appris cette semaine aussi, des agents ODAI seront présents ici en Europe lors des Jeux Olympiques d'hiver à Milan, prévus du 6 au 22 février prochain. L'ambassadeur américain à Rome a dû préciser qu'il n'y aurait pas de patrouille. Le rôle de la division déployée sera seulement consultatif, voilà ce qu'il dit. Vous comprenez que le gouvernement de Giorgia Meloni ait fait appel à ces agents fédéraux de l'immigration américains, contre d'ailleurs l'avis du maire de Milan lui-même. Je serais étonnée si c'est Mme Meloni qui a vraiment fait l'appel d'elle-même ou si elle n'était pas un peu sous pression, comme beaucoup de dirigeants de par le monde, pour répondre aux exigences parfois très personnelles et très insistantes de Donald Trump lui-même. Dans quel but envoyer des membres de la police fédérale de l'immigration aux côtés d'une délégation sportive américaine à des fins d'affichage, de communication? Oui, tout à fait. C'est tout à fait théâtral et c'est ce que là où l'administration Trump, le régime Trump réussit très bien. Il ne veut pas, je pense, perdre leur présence dans le monde, combien même ils ont réduit à pas grand-chose leur crédibilité dans le monde. Et on va en parler. Revenons d'abord sur les mesures décidées par l'administration Trump en matière d'immigration, Maya Nahis-Yatagan. Alors la dernière mesure en date, c'est le gel des procédures de visa pour les citoyens de 75 pays. Il y a l'Iran, le Yémen, la Russie, mais aussi des alliés de Washington, comme par exemple la Thaïlande ou encore le Cambodge. Objectif, selon l'administration Trump, ce serait de mettre fin aux abus de ceux qui chercheraient à s'enrichir aux dépens des Américains. Alors ces mesures s'ajoutent à des interdictions d'entrée totales et partielles qui touchent jusqu'à présent 39 pays. Les demandes d'asile ou de naturalisation sont également bloquées. Pour tous les pays, la loterie pour la Green Card, c'est-à-dire le sésame pour travailler sur le territoire américain, est également suspendu, arrêté, tout comme les programmes de regroupement familial. Alors depuis le début du mandat de Donald Trump, l'administration dit avoir révoqué au moins 100 000 visas, avoir expulsé 650 000 personnes. C'est moins que l'objectif affiché qui était d'1 million, mais la Maison-Blanche se félicite que plus de 2,5 millions de personnes aient déjà quitté le territoire américain, inquiète en partie par des mesures qui sont menées par ICE. Alors bilan, pour la première fois en 50 ans, les États-Unis ne sont plus un pays d'immigration. Quand on regarde ce graphe, eh bien on voit qu'il y a plus de départs que d'arrivées et encore plusieurs projets sont dans les cartons de Donald Trump, comme par exemple s'attaquer au droit du sol qu'il espère supprimer. Merci Maya Nahis-Yatagan. Hélène Kuntz, l'afflux à la frontière mexicaine au sud des États-Unis a diminué de 80% entre 2024 et 2025. N'est-ce pas le signe que la politique migratoire de Donald Trump porte ses fruits ? Alors, j'aimerais aussi donner un peu de crédit à la présidente du Mexique, à Mme Sheinbaum, qui, de son côté, a essayé d'améliorer des choses pour qu'il n'y ait pas des personnes qui se mettent en danger. Et peut-être aussi, les États-Unis ne donnent pas envie, comme ils auraient pu auparavant, comme dit dans le reportage. L'administration Trump a toujours affirmé que les opérations dans le Minnesota, par exemple, avaient comme origine une vaste fraude aux aides sociales impliquant la communauté somalienne. C'est vrai? Est-ce que ça justifie ce qu'on voit aujourd'hui, d'après vous? Ça ne peut absolument pas justifier ce qu'on voit aujourd'hui, qui est un assaut militarisé sur une ville où ils ont envoyé un nombre d'agents fédéraux 3 fois plus que la police locale. Ce n'est pas du tout un problème de résoudre des problèmes de fraude à l'aide sociale, voyez-vous. Donc, encore une fois, je pense que Donald Trump a à cœur de faire en sorte que les États dits bleus, ou tenus par les démocrates, en souffrent, en paient des prix. Et vous savez, si c'était réellement de bonne foi, il y a plein d'États dans le sud des États-Unis où il sera pressé d'envoyer des agents, où il y a réellement des problèmes de l'illégalité et de criminalité dans ces États dits rouges. En tout cas, le signal envoyé avec ce gel des visas est perçu comment dans les pays concernés, par exemple au Sénégal, Sarah Sacco?
les Sénégalais sont frappés de plein fouet par le durcissement de la politique migratoire des États-Unis, avec pas mal d'inquiétudes ici, pas mal de frustration. Évidemment, cela a un impact direct, par exemple, sur le regroupement familial, et la diaspora sénégalaise aux États-Unis est nombreuse. Également sur les voyages de tourisme, avec des conséquences et beaucoup d'inquiétudes pour les Sénégalais. Et c'est sans mentionner ceux qui ont un membre de leur famille en situation donc de migration clandestine aux États-Unis, puisque ces dernières années, rappelons-le, la route pour les États-Unis via le Nicaragua a été particulièrement empruntée, même si on ignore par définition le nombre de personnes que cela concerne. Pas mal de réactions également du côté de la société civile. L'ONG Horizon Sans Frontières a dénoncé, par exemple, l'absence de réaction collective pour rétablir la dignité de l'Afrique, en espérant que la politique africaine, de manière collective, puisse protester, faire valoir ce droit à la mobilité qu'ils défendent. Enfin, autre inquiétude et pas des moindres, cela concerne le mondial de football qui doit se tenir à partir de juin, notamment aux États-Unis. Les supporters qui font environ 1 millier de demandes de visa à chaque Coupe du Monde se demandent si cette fois-ci ils pourront aller supporter les Lions aux États-Unis. En marge de la CAN qui vient de s'achever au Maroc, plusieurs groupes de supporters s'étaient confiés à la presse en espérant que les autorités sénégalaises et également les autorités du football défendent leurs demandes de visa, avec dans toutes les têtes ce match particulièrement attendu contre la France qui doit se tenir à New York. Hélène Kounce, Donald Trump, on le sait, mise beaucoup en termes d'image sur la réussite de cette Coupe du Monde de football, co-organisée d'ailleurs par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Sa politique en matière d'immigration pourrait ternir l'événement en juin prochain? Ternir selon les codes actuels. Oui. Mais lui, il a ses propres codes, voyez-vous. Donc, et je pense que ça ne l'inquiète pas qu'il y a des débordements, qu'il y a des personnes en très grande difficulté. Pour lui, je crois bien qu'il sera capable de dire que, selon lui, c'est ça la réussite. Quand on entend Nathalie Portman, par exemple, faire part de son effroi face aux événements de Minneapolis, Bruce Springsteen faire une chanson même à ce sujet, cela contribue là aussi à dégrader le soft power américain, le pouvoir d'influence des États-Unis. Le soft power américain est complètement dilapidé et dans un temps record, n'est-ce pas? Il a mis à peine 1 an pour faire en sorte que d'autres alliances se forment sans regretter les États-Unis et peut-être pour le mieux. On ne peut pas être tenu en haleine du jour en jour par la personnalité, le péripétie de Donald Trump, que je rappelle est tout de même en déclin cognitif de manière visible aux yeux de tous. Les morts de ces derniers jours à Minneapolis viennent rappeler le drame d'un autre décès, celui de George Floyd. C'était lors d'un contrôle de police en 2020. À l'époque, les États-Unis sortaient tout juste de la crise du Covid. Une nouvelle bavure policière et une mort qui s'inscrit dans un contexte historique de racisme aux États-Unis. 8 minutes et 46 secondes d'agonie sous le genou gauche de Derek Chauvin. Lorsque l'ambulance le prend en charge, George Floyd est inconscient. Il est déclaré mort à son arrivée à l'hôpital. Quelques minutes plus tôt, il est vers 20h heure locale, à Minneapolis, dans le nord des États-Unis, ce 25 mai 2020. Des policiers de la ville viennent arrêter un homme soupçonné par un épicier d'avoir utilisé un faux billet de $20. L'homme qui vient d'être arrêté, George Floyd, a 46 ans et s'est installé à Minneapolis après quelques années en prison pour des affaires de vol et de trafic de drogue. Père de 3 enfants, il partage son temps entre l'église et divers emplois, mais lutte contre des addictions à la drogue. Ancien joueur de basket-ball universitaire, il est décrit par ses proches comme un doux géant. Derek Chauvin a travaillé dans le même bar que George Floyd en tant qu'agent de sécurité, mais les 2 hommes ne s'y sont jamais croisés. Le policier cumule 19 ans de carrière, 4 médailles, mais aussi 22 plaintes et enquêtes internes. Des connaissances et des collègues le décrivent au choix comme taiseux, un peu raciste, voire antisocial. La vidéo de la mort de George Floyd, tournée par une passante et publiée le jour même sur Internet, elle va embraser le pays.
Hélène Kuntz, à l'époque, la mort de George Floyd avait déclenché plusieurs mois d'émeutes et réveillé le mouvement Black Lives Matter. On pourra assister au même phénomène cette fois-ci? Pas du tout. On est très loin de Black Lives Matter, on est très loin de la réponse White Lives Matter, on était aussi très loin de la réponse tous les vies se valent, All Lives Matter. Là, malheureusement, avec le régime Trump, No Lives Matter. Aucune vie ne compte, c'est le sentiment que donnent ces événements. Même la moitié démocrate du pays ne va pas réagir plus fortement, autrement que ce qu'on voit ces derniers jours au Capitole? Je crains et je regrette qu'il y a beaucoup de sidération et les gens sont terriblement fatigués de cette situation. Peut-être on n'a pas l'habitude de mettre autant d'énergie derrière des difficultés politiques de jour en jour aux États-Unis. Merci beaucoup Hélène Kuntz d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice du pôle finance à l'INSEC. Pour aller plus loin et comprendre comment fonctionne la police de l'immigration aux États-Unis, je vous invite à aller regarder le long format de France 24, comment Donald Trump a mis en place une chasse aux immigrés sur YouTube, réalisé par Samia Meteni et Ava Luquet. Et c'est la fin de cette édition du Monde dans tous ses états. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là sur notre site internet france24.com.